Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur le transport des particules issues de l'érosion. Donc petit rappel de la dernière fois qu'on s'est vu et que vous avez fait un travail sur l'érosion. Donc vous rappelez que l'altération et l'érosion altèrent les roches et génèrent des débris solides qu'on appelle des sédiments, des petites particules, et des ions en solution. Par exemple NaCl, K+, L2+, etc. Tout ça. Le plus souvent, ces produits de l'érosion sont transportés assez loin, parce que c'est rare qu'ils s'accumulent tous au même endroit. Donc nous allons essayer de nous demander ce que deviennent ces produits et comment ils sont transportés. Petite introduction maintenant pour cette correction. Voici une photo avant et après le passage de la tempête Alex qui a eu lieu l'année dernière à Saint-Martin-Vésubie. C'est au nord de Nice, dans le sud-est. Donc à droite on voit le village avec des terrains de tennis au sud et un petit chemin là où passe la rivière là. Je suis en train de le faire avec la souris. Donc la rivière passait sur la droite du village. Eh bien, après le passage de la tempête, on voit d'énormes traces de ravinement. Il y a une grande quantité de sédiments, de la boue, on a l'impression que c'est de la boue avec des particules qui sont de part et d'autre du village. Vous voyez que par exemple la zone ici là a été totalement coupée en deux et qu'ici elle n'existe plus. Elle doit être recouverte de sédiments. Autre photo, si on se rapproche, on va au niveau des rues. Au niveau des rues, voici ce qu'on observe. Donc la Vésubie, c'est une rivière à charrier ses blocs. Regardez la taille de ces blocs. Certains font la taille facilement de la moitié d'une petite voiture. Donc ils doivent peser plusieurs tonnes. Il y a énormément de sédiments. Toute la terre là a été arrachée. La terre devait arriver comme ça à peu près. Et là, il y a à peu près 2 mètres de sol, de terre en moins. Cette maison est dans le vide. Celle-ci, bah, l'a échappée belle, mais bon, elle doit sûrement être déstabilisée. Si on continue, voici ce qui arrive au niveau du littoral niçois, là où se jettent tous les cours d'eau dont on parle ici. Donc là, on est à Saint-Laurent-du-Var. Vous voyez un amas gigantesque de débris, essentiellement de morceaux d'arbres, de branches, avec des plastiques. On voit aussi d'autres dégâts, routes coupées, maisons totalement détruites, où le sol qui les soutenait a disparu. Enfin, une vue satellite, juste après la tempête. Donc on a ici le Var, la Roya, la zone qu'on étudie est ici. Et on voit que dans la mer, là tout ce qui est en bleu c'est la mer Méditerranée, il y a d'immenses panaches de sédiments qui se sont formés. Donc ces sédiments, ben, ce sont des produits issus de l'érosion des sols. Et par exemple, la terre qui a pu être emportée, les débris de roches, tout ce qui a pu être transporté par les cours d'eau s'est retrouvé dans la Méditerranée. Donc, notre travail va être aujourd'hui de comprendre comment sont transportés les produits issus de l'érosion des roches et ce qu'ils deviennent, c'est-à-dire leur devenir. Leur devenir, c'est ce qu'ils deviennent une fois qu'ils ont été transportés. Donc c'est l'activité 2 du chapitre de géologie. Et on va commencer tout de suite. Donc première question, vous devez rappeler l'origine des sédiments et quel est le principal mode de transport de ces sédiments. Donc je vous ai mis côte à côte, et c'est fait exprès, une carte des reliefs terrestres et à côté une carte des débits des grands fleuves pour les particules qu'ils transportent. Donc ce qu'on voit à gauche, c'est qu'au niveau des hautes montagnes, donc en noir, cordillère des Andes ici, cordillère nord-américaine, les Alpes, l'Himalaya, etc. C'est là en fait où on observe les débits les plus importants pour les grands fleuves. Par exemple, l'Indus, qui est un des plus gros fleuves du monde, transporte à peu près 2100 millions de tonnes de débris, de sédiments par an dans l'océan Indien. Et vous voyez que juste au-dessus de l'Indus se, se présente l'Himalaya, la plus grande chaîne de montagnes du monde. Pareil ici, on a un fleuve qui transporte à peu près 1000 millions de tonnes de débris par an, et on voit qu'il est lié à la cordillère nord-américaine, qui est une très grande chaîne de montagnes. Toutes les fois qu'on trouve une chaîne de montagnes pas loin, comme ici la cordillère des Andes, on trouve pas loin non plus des fleuves comme l'Amazone, comme celui-ci ou celui-là, qui transportent une grande charge de particules. Donc ce qu'on peut dire, c'est que les fleuves transportent les sédiments, et ceux qui transportent le plus de sédiments sont ceux qui sont situés près de grandes chaînes de montagnes. Par exemple, l'Indus qui est proche de l'Himalaya, ou l'Amazone qui est proche de la cordillère des Andes, qui draine le bassin près de la cordillère des Andes. Alors que si on regarde des fleuves de plaine, par exemple ici vous avez le Rhône ici qui traverse l'Allemagne et la France.
c'est plutôt un paysage de plaine. On voit qu'il transporte que 66 millions de tonnes par an. C'est déjà pas mal, mais c'est rien du tout par rapport aux autres grands fleuves. Pareil ici au nord de la Sibérie, 150 millions de tonnes par an de particules pour une zone plutôt plate. Donc ce qu'on conclut, c'est que l'eau transporte des sédiments et que ces sédiments sont transportés en plus grande quantité lorsque le fleuve est proche d'une montagne ou d'une haute montagne. On va voir s'il n'y a pas d'autres facteurs qui jouent sur la quantité de sédiments transportés. Pour l'instant, on vient de voir que c'est uniquement la présence de montagnes ou pas. Donc vous avez ici ce schéma, enfin ce graphique, excusez-moi, qui vous montre la charge de sol perdu ou l'épaisseur de sol perdu en millimètres lorsqu'il est traversé par certains fleuves. Par exemple le Gange, l'Indus, le Mékong, tout ça c'est une liste de fleuves. Et pour chacun des fleuves, on vous donne dans quel climat il se déplace. C'est-à-dire est-ce qu'il se déplace sous un climat semi-équatorial, équatorial, semi-polaire, aride, tempéré. Bon, je vous ai mis entre parenthèses ce que ça voulait dire. Par exemple, semi-équatorial, ça veut dire qu'il est très chaud et très humide, ce qui veut dire qu'il fait très chaud mais qu'il pleut beaucoup. Équatorial, c'est qu'il fait chaud et humide, donc il pleut beaucoup aussi. Semi-polaire, c'est assez sec, c'est plutôt tout ce qui est au nord de la Sibérie, Canada, tout ça, les pays du nord de l'hémisphère nord. Aride, chaud et très sec, c'est tous les pays qui sont désertiques ou semi-désertiques, comme le fleuve Orinoco ou alors le fleuve Orange ou le Châtel arabe. Et pour les pays tempérés, comme notre pays, vous avez le Columbia, qui est un fleuve qui passe au Canada. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que plus les fleuves sont liés à des climats équatoriaux ou semi-équatoriaux, en vert foncé, vert clair, et plus l'épaisseur de sol perdu autour de ces fleuves est importante, jusqu'à 200 mm tous les 1000 ans, pour le Gange, l'Indus, le Mékong, le Colorado. Dit autrement, ça veut dire que ces fleuves, lorsqu'ils circulent, ils transportent à peu près l'équivalent de 200 mm de sol qui ont été érodés et altérés. Donc cette épaisseur de sol n'est pas perdue, hein, elle va dans les fleuves et de là elle arrive dans les océans ou dans les mers. Au contraire, pour les fleuves de climat intermédiaire ou de climat désertique comme le Orange ou le Châtel arabe, on voit qu'il y a peu d'équivalent en épaisseur de sol qui est perdu. Donc ce qu'on peut dire, c'est que le climat semblerait déterminer la quantité de sédiments qui peuvent être transportés. Donc deuxième point, donc deuxième facteur que l'on peut prendre en compte. N'oubliez pas de donner des chiffres dans vos réponses. Par exemple, si vous parlez du Gange, il transporte 200 mm par an. Et si vous prenez le Châtel arabe qui transporte que à peu près 25 mm par an, vous pouvez dire que c'est au minimum 8 fois plus de sol perdu qui est transporté par le Gange que par le Châtel arabe. Comme ça, vous avez des valeurs à donner. Toujours justifier vos réponses, n'oubliez pas ça. Donc, on continue. On peut maintenant se demander comment se déplacent les particules au sein d'un fleuve. Donc, vous avez ici ce qu'on appelle le diagramme de Hjulström. Hjulström, c'est un monsieur suédois qui a étudié les cours d'eau. Et il a travaillé sur le lien entre la vitesse du courant, en ordonnée ici, et le diamètre des grains transportés, en abscisse ici. Donc, vous voyez que les grains vont du plus petit au plus grand. Vous avez les diamètres en millimètres. Donc les argiles, c'est tout petit. Imaginez par exemple, c'est le smecta, c'est le médicament smecta quand on en a diarrhée, ça fait vraiment une poudre très très fine. Et les siltes, c'est des sables très fins. Le sable, vous connaissez, le gravier, vous connaissez aussi. Les galets, c'est peut-être à peu près la taille d'une pomme de main. Et les blocs, c'est tout ce qui est au-delà d'une taille de pomme de main. Et là, pour la vitesse du courant en centimètres par seconde, on arrive à se l'imaginer aussi. Donc ce que l'on voit, c'est que plus une particule est petite, comme l'argile, et plus elle pourra être transportée facilement pour des vitesses de courant très faibles. Entre 0,1 et 1 cm par seconde, les cils sont foncièrement transportés. D'accord? Et on voit qu'ils peuvent comme ça être transportés jusqu'à une vitesse de courant de 1000 cm par seconde sans aucun problème. Et c'est logique puisque ce sont des petites particules. Alors qu'une grosse particule, comme le sable, le gravier, les galets par exemple, regardez les galets, eh bien ils ne pourront être transportés, donc se déplacer, que au-delà de entre 10 et à peu près 500 cm par seconde. C'est-à-dire qu'il semblerait qu'il faille une vitesse de courant bien plus importante pour déplacer un gros sédiment qu'un petit.
Donc on conclut que le facteur qui détermine le transport des particules sont la vitesse du courant, mais aussi la taille de ces particules. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que dès que la vitesse diminue, imaginez que là on a un galet à cette vitesse-là, à peu près à 1000 cm par seconde. Si on diminue la vitesse, il va commencer à être remis en suspension. Là il arrête il est transporté, et ici, hop, il passe dans la sédimentation. Ce qui veut dire qu'à cette vitesse-là, entre 10 et 50 cm par seconde, le galet va arrêter de se déplacer et va tout simplement se déposer, ce qu'on appelle la sédimentation. Alors justement, pour voir ça en vrai, je vous montre une petite vidéo. Donc là, c'est un transport de sédiments au niveau du fond d'une petite rivière. Regardez ce qui va se passer. Les diamètres des particules sont assez petits. Et vous voyez que les particules, les sables sont transportés facilement. Par contre, les particules un peu plus grosses comme les galets s'arrêtent assez rapidement. Ils vont pas très loin pour la plupart. La plupart s'arrêtent et arrêtent d'être transportés. Alors qu'on voit qu'il y a de la poussière, la vidéo semble en fait un peu floue, et c'est simplement la poussière issue des argiles et des sables qui, eux, sont transportés très loin. Pareil maintenant, mais cette fois-ci avec un transport beaucoup plus important, c'est-à-dire une vitesse de transport beaucoup plus importante. Observons ce qui se passe. Là, on a l'eau qui va beaucoup plus vite, et là, ce ne sont plus des petites particules, ce sont de très gros galets, dont je vous parlais tout à l'heure. On les reconnaît très bien, les galets sont bien ronds, c'est vraiment la forme galet typique qu'on peut trouver au bord des plages ou au bord des cours d'eau. Donc là, on voit que les galets sont mis en mouvement, puis retombent, puis sont remis en mouvement, puis retombent. Et ici, la vitesse du courant est à peu près 10 fois plus importante que tout à l'heure. Donc cela confirme bien que si la vitesse est faible, seules les petites particules sont transportées. Si la vitesse du courant augmente, les grosses particules comme les graviers et supérieures pourront être transportées. Et si de nouveau la vitesse diminue, par endroit, c'est le cas sur la vidéo ici, on voit que même les grosses particules retombent, et c'est ce qu'on appelle la sédimentation. Donc vous aviez à schématiser ce schéma ici. Donc je vous donnais un gravier, un gros bloc et une petite argile, et ces trois particules étaient issues de la montagne ici qui avait été atterrée et érodée. Et il fallait retrouver quelle case correspondait à quelle particule. Forcément, la particule la plus grosse, le bloc, ne peut pas aller très loin. Il ne peut pas être transporté très loin parce que son poids est quand même très, très important. Et là, dans la montagne, la vitesse est assez rapide du cours d'eau pour faire transporter cette particule. Mais arrivé dans la plaine, la vitesse doit sûrement diminuer parce que le fleuve s'aplanit et donc eh bien, la particule sédimente. Votre gravier, lui, qui est un peu plus petit, peut être transporté un peu plus loin depuis son lieu d'origine qui est la montagne. Et l'argile, qui est très 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 légère et très petite, peut être transportée extrêmement loin. Et si on fait une coupe transversale du cours d'eau, on imagine qu'on coupe avec une épée gigantesque ce cours d'eau, on verra qu'en fait il y a des couches de différentes particules autour du chenal, là où l'eau circule, ce qu'on appelle la plaine alluviale. Dans cette plaine alluviale, en fait, s'accumulent des sédiments issus de l'érosion de la montagne. Et que plus on remonte vers l'amont, plus les particules seront de taille importante. Donc on aura argile, sable, gravier, bloc, etc. Et plus on descend, et moins elles sont à taille importante, si vous l'avez compris. Donc c'est ce que demande la question 4. Que deviennent les particules sédimentaires après leur transport? Eh bien tout simplement, à un moment donné, la vitesse du courant ne peut que ralentir jusqu'à stopper, et donc les particules ne peuvent que sédimenter. Elles sédimenteront donc suivant leur taille, plus ou moins loin de leur lieu de départ, dans ce qu'on appelle des bassins de sédimentation. Cela peut être une plaine alluviale, ça peut être un lac, une rivière, un, un océan ou une mer. Si on résume tout ça, les produits issus de l'érosion et l'altération des roches, les sédiments et les ions en solution, restent rarement sur place et sont transportés, c'est ce qu'on appelle l'érosion. L'eau est le principal agent de transport. On l'a vu, il existe aussi le vent et la glace, mais l'eau c'est vraiment le principal sur Terre. Cette eau transporte les ions en solution et des débris solides qu'on appelle les particules sédimentaires ou sédiments.
Lorsque la pente et la vitesse du courant diminuent, les particules se déposent par ordre décroissant de taille, d'abord les plus grosses vers l'amont, puis les plus petites et de plus en plus petites vers l'aval, donc vers l'avant de la vallée. Elles deviennent alors des sédiments qui s'accumulent dans les cours d'eau ou dans les océans, ce qu'on appelle, je vous le redis, des bassins sédimentaires. Alors, petit schéma peut-être un peu plus joli. Vous avez au niveau des montagnes des précipitations, une désirrigation mécanique, une altération par les racines, par l'eau, par l'eau de pluie acide, des glissements de terrain qui font que des sédiments sont mis en mouvement, ce qu'on appelle l'érosion. Ces sédiments et l'hydrolyse qui transforme les minéraux en solution va transporter peu à peu les sédiments le long du cours d'eau. Ceux-ci sédimentent en fonction de leur taille les grosses particules, les gros sédiments plutôt vers l'amont et les particules de plus en plus petites vers l'aval. Et tout ça se dépose dans ce qu'on appelle des bassins de sédimentation. Merci et bon courage pour la suite.